Déjà, je vous remercie de votre présence. Je note que les rangs sont un peu plus clairsemés ce soir. J'espère que vos vacances, pour ceux qui les ont pris, se sont bien passées, que vous avez pu tous vous reposer, afin que nous puissions attaquer de nouveau cette fin d'année 2021, pardon, avec quelques réunions en fin d'année où nous allons parler budget. Donc là aussi, au sein de vos commissions, je ne peux que vous inviter dès à présent, avec les vice-présidents, à anticiper les différents points que vous souhaitez qu'ils soient portés au budget 2022, de manière à ce que nous puissions les évoquer dès le débat d'orientation budgétaire. Débat d'orientation budgétaire qui se tiendra le 23 novembre. Donc si vous voulez bien prendre peut-être acte et connaissance de ce changement de date, donc le DOB aura lieu le 23 novembre et le vote du BP le 14 décembre 2021. Je salue nos amis internautes. Il n'y a pas de représentant du Républicain Lorrain ce soir, donc je les excuse et je verrai avec eux pour qu'on ait quand même à minima quelques reprises de certaines décisions que nous allons prendre ce soir. Je tiens également à vous informer que pour les délégués du SMITU, les nouveaux délégués du SMITU, la première réunion devrait avoir lieu le 13 octobre. On n'est pas sorti de cette crise sanitaire, donc de garder ce soir encore toutes les précautions de rigueur. L'ordre du jour, pour moi, n'est pas un ordre du jour si important qu'il nécessitait un moment de convivialité. Je pense qu'avec toutes les réunions qu'on a pendant ces derniers temps, vous serez sûrement ravis de rentrer chez vous ce soir. Par contre, nous essayerons d'en organiser un pour le conseil du 28 septembre. Validez bien votre présence au moment de convivialité le 28 septembre, de manière à ce qu'on puisse adapter les choses. Normalement, après le 1er octobre, nous pourrons retourner faire nos conseils communautaires à la maison communautaire. Et j'en profite pour remercier Bernard Zeller et l'ensemble de la commune de Cattenom d'avoir mis jusqu'à présent cette salle à chaque fois à disposition. Je voulais également vous donner quelques informations diverses et variées. Bon, comme il n'y a pas de républicain lorrain présent et tout, j'attendrai peut-être le 28 septembre pour reparler un peu plus de la rentrée et des grands points, mais en tous les cas, je pense qu'il va falloir quand même qu'on puisse s'organiser, soit faire une pression au sein de ce que j'appellerais le G6, soit auprès de l'État, si toutefois encore on peut mettre une pression à l'État, parce qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'il nous renvoie souvent la balle, sur la problématique des gens du voyage. Je veux dire, maintenant on connaissait la problématique des gens du voyage sur Cattenom, on connaissait la problématique des gens du voyage sur Étanges-Grande, on les connaissait en partie sur Entrange, et puis la dernière nouveauté de la période estivale, c'était leur arrivée sur Rodemack. Voilà, en nombre, en prenant le parking qui était normalement réservé aux touristes, et c'est vrai que
quand on passe ces derniers temps, on voit beaucoup de camping-cars, on voit qu'il y a quand même une activité sur ce parking et que tout doucement, ça devient un vrai lieu de rendez-vous pour les touristes. Et il n'est pas normal que le maire de Rodemack doive, et que le territoire, parce que le tourisme, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos compétences, de notre politique, doivent subir une fois de plus le fonctionnement de ces gens-là et la non-réaction de l'État. Et voilà, je ne vais pas en faire un plein soir, je dis, le République n'est pas là, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on soit solidaires entre nous, parce que demain c'est Rodemack, après-demain ça va peut-être ailleurs. Et là, il va falloir quand même qu'on commence à réagir. Je voulais également vous parler aujourd'hui de la vaccination des collégiens. Je dis que l'État se soulage de tout. Et pareil, l'État a contacté la commune de Étanges, a contacté la communauté de communes. Il y a eu un échange avec le maire de Cattenom, où on nous demandait de nous organiser pour vacciner environ 450 collégiens. Parce qu'il y avait le lycée d'Autange, il y avait les deux sites du collège de Étanges, donc Volmerange-les-Mines et Étanges-Randes, et il y avait le collège de Cattenom. Donc aujourd'hui, le recensement est terminé. La vaccination va avoir lieu vendredi et cela représente 47 collégiens. Dernière chose en date, pour vous dire à quoi on est confronté, et Olivier nous en a livré la primeur au bureau. L'infirmière qui était une infirmière de l'éducation nationale et où tout était OK pour qu'elle vaccine les 47 gamins vendredi, a eu un courrier de son syndicat et puis elle ne peut plus vacciner. Donc maintenant, on doit aller trouver une infirmière libérale. Enfin, je pense qu'on commence à marcher un peu sur la tête. On envoie drôles de messages. On a dû fermer la crèche de Cattenom pour un cas de Covid. Donc le personnel non vacciné est resté payé à la maison et le personnel vacciné est venu travailler. Voilà les messages qui sont envoyés. Donc j'en rajouterai, je ne vous dis pas plus ce soir, mais voici la réalité des choses. Je tenais également à souhaiter la bienvenue à M. Philippe Lotte, qui vient de Grenoble, qui est aujourd'hui le chef de pôle des services finances, ressources humaines et secrétariat général. Donc aujourd'hui, il est tout au bout, si vous bien vous levez, voilà, c'est ce monsieur-là. Donc avec le départ de Didier Beck, on a déjà recruté quelqu'un qui vient de Rombin. Donc d'ici un mois, l'ensemble de l'organisation des responsables sera complète. Avant d'ouvrir vraiment ce conseil communautaire, alors, ne vous battez pas, j'en ai pas 1000. J'ai à ma disposition encore des entrées pour le Moselle Open. Pour le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir et le vendredi soir. Une invitation, c'est pour 2 personnes. Donc si quelqu'un est intéressé d'y aller, ça démarre lundi 20 septembre. N'hésitez pas à venir me les demander à la fin de ce conseil communautaire, ou si la nuit portant conseil, vous avez réfléchi et que demain ou quoi, vous pourrez contacter Manon et vous pourrez avoir encore celles qui sont disponibles. Donc pour démarrer ce conseil, il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Madame Alkmaar,
Vous acceptez cette mission? Merci. J'ai également en ma possession un certain nombre de procurations. J'ai Madame Acker Christine qui a donné procuration à Monsieur Bernard Zener. J'ai Madame Christine Colère qui a donné procuration à Michel Paquet. J'ai Monsieur Joël Himer qui a donné procuration à Benoît Steinmetz. J'ai Madame Isabelle Magie qui a donné procuration à Monsieur Balserzac. J'ai Monsieur Schmitt-Michel qui a donné procuration à Monsieur Cocuy. J'ai Monsieur Reich Serge qui a donné procuration à Monsieur Maurice Lorenz. Et Monsieur Thierry Michel sera représenté par sa suppléante, Madame Muller. Madame Muller, soyez la bienvenue. Joseph, je n'ai pas d'autre procuration. Joseph Bauer a fait un mail à la Comcom pour s'excuser ce soir et donner procuration. À quelle heure? Il l'a fait la semaine dernière, le mail. Il l'a fait pour le 14 et je le répète, il le fera également pour le 28 septembre. Et toi, t'en as une copie de ce mail? Je peux la retrouver, oui. Ok, non, mais ok, donc c'est bon. Donc, si tout le monde est d'accord, on peut acter que Joseph Gamot a procuration de Joseph Bauer. Donc, si vous voulez bien, on peut démarrer ce conseil communautaire. Le point 1 concerne l'engagement d'un projet de construction d'une caserne de gendarmerie. Donc nous en avions parlé une première fois. Vous m'aviez donné l'autorisation avec les services de creuser ce sujet. Donc aujourd'hui, il nous faut décider si on va au bout de la réflexion. Ça concerne 33 logements, ce qui va faire représenter à peu près 60 personnes. 60 personnes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'effectif de la brigade des Planches-Grandes, c'est parce que la BMO, qui était stationnée à Hayange, vient également dans ces locaux. Je peux en parler ouvertement. Le général a eu une discussion avec le maire de Hayange. Aujourd'hui, les travaux estimés sont d'un montant approchant les 7 millions, 6 millions 8. En partant sur le moins de recettes qu'on pourrait avoir, c'est des recettes qui pourraient s'élever à 1 236 000. Je répète, hein, c'est la somme la plus pessimiste. À cela, en dépenses, il faut rajouter la maîtrise d'œuvre. On va évoquer 100 000 euros de réserve de frais annexes, ce qui représente un total de 7,8 millions à peu près. 7,8 millions, 7,9 millions. Par contre, nous allons percevoir 3,7 millions de loyers sur la durée du bail de 9 ans. Donc on est sur un bail de 9 ans. Donc vous pourriez me dire, oui, mais quelle certitude on a qui reconduit ce bail? Moi je pense qu'on a 100% de certitude qu'il reconduise un minimum au moins une fois. Ensuite, vous êtes tous élus du territoire. Je ne suis pas sûr qu'on aurait du mal à trouver 33 acquéreurs pour des logements. Donc je pense que le risque, si nous décidons de le prendre, n'est pas si important que ça. Il est prévu qu'une situation d'équilibre, et je ne parle pas de provisionnement, ce serait sur 16 ans. Donc si on garde sur 2 durées de bail, sur 18 ans, une année de provisionnement pour changer éventuellement des chauffe-eau ou quoi, le gain pourrait être
d'une année de loyer, tout en sachant que dans notre situation, on n'est pas là forcément pour faire du gain, on est là pour assurer à notre territoire, à nos habitants, la présence et le maintien de forces de l'ordre. Vous pourriez me dire, bien sûr, mais c'est l'État qu'à se débrouiller. Aujourd'hui, vous le voyez bien tous les jours, l'État se désengage de tout. Et même si ça n'a pas de lien direct avec ça, vous avez pu tous voir les informations depuis 24 heures, 48 heures, les gens commencent à avoir leurs taxes foncières, et quelque part, grâce au coup de génie de notre président de la République qui leur a supprimé la taxe d'habitation, beaucoup de maires et beaucoup de communes en France ont augmenté le foncier bâti, et là, nous sommes les méchants élus locaux, mais personne ne s'est inquiété ou ne s'inquiète, et des baisses de dotation qu'on a perçues, et de la suppression de la taxe d'habitation qui était un vrai levier à la fois d'aménagement de nos communes et autres. Voilà, donc c'est vrai qu'on pourrait discuter sur l'État pendant des minutes et des minutes. Aujourd'hui, force est de constater que l'État a des carences et que si à un moment donné, comme sur des dossiers comme la vaccination et d'autres, on n'y va pas, eh bien rien ne se fera. Et je peux vous assurer, pour avoir été conseiller départemental et m'être penché il y a quelques années sur le logement des gendarmes de Étangerande, j'avais fait intervenir Mosélis à l'époque. Je ne suis pas sûr que vous accepteriez de loger vos ouvriers communaux dans certains logements dans lesquels les gendarmes se trouvaient sur la période où j'avais été les voir, c'est-à-dire entre 2011 et 2015. Les fenêtres, si on parle d'environnement et de perte d'énergie, c'était une catastrophe. Des chauffe-eau et autres, c'était une catastrophe. Et donc on avait réussi à ce que Mosélis, qui je crois, et si je me rappelle bien, est le bailleur social et qui avait construit et à qui appartient la brigade de gendarmerie, on avait réussi à leur faire mettre un programme d'investissement où ils ont pu intervenir pour remettre un peu d'ordre dans certains de ces appartements. Ensuite, il y a un problème d'organisation avec la brigade qui est divisée en deux sites, le site de Rodemack, le site de Étanges. En matière de services et autres, c'est pas tous les jours pratique. Donc, se donner la peine de construire un tel équipement permettra à la fois de reconnaître le travail qu'ils effectuent au quotidien. Bon, ils sont engagés à ce qu'on n'ait plus de PV pendant quelques temps, l'ensemble des 27 000 habitants. Non, je plaisante et je crois que si on en mérite un, on doit l'avoir. À nous de faire attention. En tous les cas, voilà, le débat est ouvert. Si certains d'entre vous veulent réagir, c'est le moment. Hervé. Oui. Mais tu le rends. Président, mes chers collègues. Est-ce qu'il est allumé? Ça fonctionne? Oui. Ok. Depuis plus de 10 ans maintenant, j'entends parler au conseil municipal de Cattenom de la nouvelle caserne de gendarmerie afin de pallier au manque de place de logement pour les gendarmes et leurs familles éparpillés sur la commune, ailleurs et ailleurs, car le casernement de Cattenom est devenu trop petit, mais aussi pour rassembler tous ces gendarmes et leurs familles dans un seul et unique endroit sécurisé. N'oublions pas qu'il y a encore quelque temps, pas si éloigné, que les forces de l'ordre étaient la cible de terroristes, comme le 13 juin 2016, un couple de fonctionnaires de police a été lâchement assassiné
à leur domicile à Magnanville. Malgré cette période qui tourne exclusivement autour du Covid, cette menace terroriste n'est pourtant pas encore éliminée. La caserne de Cattenom est aussi vieille, peut-être pas insalubre, mais pas loin, car régulièrement entretenue par la commune de Cattenom. Depuis 2014, c'est 436 951 € en investissement sur le budget communal, sans compter le fonctionnement et les heures en régie de notre service technique. Vu la vétusté de ces locaux, et afin d'accueillir ces militaires et leurs familles dans des conditions décentes et de sécurité, et au vu des demandes de la gendarmerie, la commune de Cattenom, par ses propres moyens, s'est lancée dans ce projet. S'est lancée dans la révision de son PLU et identifié une partie de son foncier déjà très fort contraint par le préfet et le porté à connaissance, avec une limite maximum de 300 habitants à ne pas dépasser, de gréver une partie de ces 300 futurs habitants pour 80 gendarmes et leurs familles sur une nouvelle zone communément appelée zone des Danubiens entre Cattenom et Senzich. Je ne vous apprendrai pas à tous que toutes ces démarches pour la création d'un nouveau lotissement sont longues et fastidieuses. Cependant, les demandes de la gendarmerie étaient claires, avec une demande très précise d'un casernement de 20 logements sur une surface de 6 450 m², entièrement clôturé. Par délibération du conseil municipal, le 14 décembre 2011, la commune de Cattenom a confié à la Sodevam une concession d'aménagement pour la réalisation de ce lotissement. Cependant, le PLU, après retocage, n'a été approuvé qu'en 2016. Aujourd'hui, le PFL est en charge de l'acquisition foncière pour les 5,8 hectares de ce lotissement, qui est très morcelé et donc très compliqué à acquérir. C'est près de 1/5 de cette surface constructible qui est réservée pour ce casernement, ce qui montre l'attachement du conseil municipal de Cattenom et des Cattenomois à leur gendarmerie. Ces gendarmes, malgré qu'ils soient exclusivement dédiés à la protection de la centrale, sont par leur présence un élément de sécurité supplémentaire pour Cattenom et ses environs, mais pas seulement. Les gendarmes et leurs familles participent activement à la vie communale par leur pouvoir d'achat, par leur implication dans nos associations locales et par la jeunesse de ces militaires et de leurs jeunes familles à la vie de nos écoles. Ce qui me fait réagir ce soir, c'est un seul mot de cet ordre du jour. Un seul mot. Définitivement. Je cite, d'abandonner définitivement la construction d'une infrastructure pour les effectifs du PSIC de Cattenom. Il n'est pas acceptable, d'après moi, que la discussion avec la gendarmerie pour ce projet s'arrête dès lors que la nouvelle gendarmerie de Étanges-Grande soit actée au détriment de celle de Cattenom. Il n'est pas acceptable aussi qu'un aussi vieux projet soit simplement stoppé alors que tant d'efforts et d'argent ont déjà été investis par la commune de Cattenom, et c'est encore une fois l'abandon des services publics de nos campagnes au profit des villes. Or oui, on entend souvent dans cette assemblée et ailleurs que la commune de Cattenom est riche. Peut-être a-t-elle des moyens financiers supérieurs à celles des communes de même taille. Mais à contrario, elle a des contraintes qu'aucune commune de la CCE n'a à supporter, et même des contraintes qu'aucune commune en France n'a à subir. Et oui, le porté à connaissance de Cattenom est unique en France. Et à ce titre, il nous a interdit, il y a quelques années, et vous le savez, Monsieur le Président, car vous avez personnellement défendu ce projet avec Michel Chivy, et je vous en remercie encore, se porter à connaissance a interdit 10 lits supplémentaires à notre EHPAD. 10 pauvres lits. Et c'est une honte pour accueillir dignement nos anciens en fin de vie, malades de cette terrible maladie qu'est Alzheimer. Et quelle autre commune en France de 2500 habitants a pour demande de mettre 4,5 millions d'euros sur la table pour reconstruire son gymnase afin de ne pas perdre son collège? Et pourtant, jamais la commune de Cattenom n'a été aussi généreuse pour soutenir ces associations locales, avec plus de 800 000 € de subventions encore cette année.
bien qu'en majorité, les adhérents de ces associations ne soient pas catnomois. Pour les plus grosses associations telles que CLC, et ça sans différenciation de tarifs pour les adhérents. N'oublions pas cependant que Cattenom, par son maire Alphonse Boller, à l'origine de la création du district, afin de partager et de créer cette communauté d'entraide qui est maintenant cette belle communauté de communes de Cattenom et environ, et qui est aussi regardée avec des yeux envieux par toutes les agglos du secteur. Alors moi je me pose cette question. Si la gendarmerie décide de ne pas investir dans ce projet pour les 16 ans futurs à Cattenom, ont-ils des éléments que nous n'avons pas sur la pérennité de la centrale nucléaire pour cette même période? Alors même que tous les témoins sont au vert à l'aube de cette nouvelle révision décennale de 2023, alors même que l'énergie produite est une des plus décarbonées pour prévenir ce dérèglement climatique. Que faut-il en comprendre? Alors oui, il faut défendre notre centrale nucléaire et l'avenir de notre gendarmerie sur Cattenom. Car si l'effectif de cette gendarmerie diminue rapidement avec le temps, une telle décision fera rapidement boule de neige sur nos écoles, qui sont déjà sur le fil du rasoir, sur la vie culturelle et associative de Cattenom, et qui entraînera à terme la mort de Cattenom, jusqu'à l'arrêt de la centrale nucléaire, qui impactera l'ensemble de cette communauté de communes. Ce plan de financement serait tout à fait acceptable si on peut encore compter sur la centrale dans les 16 ans futurs, malgré qu'aucun financeur privé, je pense, n'accepterait un retour sur investissement sur une si longue période. Mais si la pérennité de la centrale est en jeu, alors ce plan de financement reste-t-il prudent, car la CCE n'aura plus les moyens pour rembourser ce crédit et c'est laisser à nos successeurs une dette qu'ils ne sauront plus financer. Alors, Monsieur le Président, et c'est un cri du cœur, j'attendrai de vous ce soir de rayer le terme définitivement du compte-rendu de cette séance et d'en faire un engagement pour reprendre cette discussion avec la gendarmerie, de défendre les deux projets comme un seul, car les deux projets sont complémentaires et pas en concurrence, et d'en faire un seul projet, tout ou rien, pour permettre ainsi à nos militaires et leurs familles de Cattenom de vivre dans de bonnes conditions, dignes et sereines, parce qu'ils le méritent, parce que Cattenom a besoin de ses militaires, parce que la CCCE a besoin de Cattenom, et aujourd'hui, Cattenom a besoin de vous. Je vous remercie de votre attention. Merci Hervé. Alors, je vais répondre tout de suite à un ensemble de choses. Après, je pense que Bernard souhaitera peut-être intervenir et Roland sur la thématique si besoin. Je pense que le terme définitivement veut peut-être pas dire ce que la manière dont tu l'as traduit. C'est-à-dire que dès le départ, lors de ces rencontres, j'avais associé Roland et j'avais associé Bernard. Parce que nous avions la connaissance du besoin de gendarmerie pour le PSPG et pour la territoriale, entre guillemets. Donc à un moment donné, on a envisagé d'avoir un grand bâtiment qui regroupait les deux. Et c'est là que ce définitivement intervient, c'est-à-dire qu'au niveau du général de gendarmerie, il ne voulait pas, et ça c'est définitif, que les deux soient regroupés. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas que les gendarmes du PSPG aient une nouvelle gendarmerie. Enfin, c'est comme ça que je l'ai traduit, Bernard. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'est attaché à la territoriale, parce que là, le message est clair. Et ensuite, dans le cadre du PSPG, et tu l'as à juste titre rappelé, c'est une brigade de gendarmerie qui est dédiée à la centrale
et quasiment uniquement à la centrale en matière de gendarmerie. Bien sûr que c'est des gens qui contribuent à la vie associative de Cattenom, mais je dirais du territoire, qui contribuent à la vie économique de Cattenom, mais je dirais du territoire. Donc ils font partie intégrante du système, et aujourd'hui il faut savoir que ces gendarmes, là je parle sous contrôle de Bernard, qui connaît les choses un peu mieux que moi dans ce domaine, sont quelque part payés par EDF aujourd'hui. Ils ne sont pas rémunérés dans le système de l'État. C'est EDF qui reverse et qui paye la présence des gendarmes à Cattenom. Donc, quelque part, il ne faut pas interpréter, à mon sens, le définitivement comme définitivement il ne se passera rien pour les gendarmes de Cattenom. C'est définitivement le général a tranché sur le fait qu'on ne regroupe pas la territoriale et le PSPG. Parce que les uns dépendent du bon vouloir d'EDF et les autres dépendent du fonctionnement régalien de l'État, de l'organisation territoriale de gendarmerie de l'État. Il ne faut pas traduire non plus ce définitivement par un arrêt de la centrale nucléaire, et si tel était le cas, ou si telles étaient les informations en notre possession à ce jour, je peux t'assurer, et je peux assurer l'ensemble des conseillers communautaires et l'ensemble des habitants du territoire, que je serai, et je l'avais dit à une cérémonie des vœux il y a 1 ou 2 ans, en tous les cas, vous me trouverez toujours aux côtés de ceux qui défendront la centrale. Et je trouve, et j'ai saisi plusieurs fois le sous-préfet ou le préfet à ce sujet, je trouve par exemple qu'on ne devrait pas déclarer l'ensemble des alertes zéro ou quoi. On est un peu trop transparent à mon goût, ce qui permet aux luxembourgeois et aux verts allemands de pouvoir à chaque fois compter un certain nombre d'incidents qui, pour tous ceux qui évoluent ou dans le technique, ou dans la vie, voilà, il suffit qu'une porte soit ouverte, rester ouverte, c'est un incident d'ordre zéro, etc., etc. Et là, nous avons nos chers amis et voisins luxembourgeois et allemands qui disent « Ouh là là, ça va exploser parce que cette année, on a eu 10 trucs d'alerte. » Le fait d'ouvrir une porte à un endroit sur une alerte de niveau zéro, c'est pas... Voilà. Donc, vraiment, je peux essayer, en tous les cas, de te rassurer pleinement là-dessus. Il ne s'agit pas de fermer la centrale. Je pense qu'il y a une visite décennale qui a dû bien se passer et qui va continuer à amener, à perdurer, en tous les cas, les sites qui ont été visités. Aujourd'hui, on est plus en train de réfléchir pour l'avoir au moins 10 ans de plus à minima. Ça, c'est un peu dans l'air du temps. Moi, je suis plein d'espoir et aussi optimiste, parce que je rappelle quand même que la communauté de communes avait quelques terrains autour de la centrale, et EDF, et là je parle sous l'autorité des vice-présidents à l'économie qui se sont succédés, EDF les a rachetés pour avoir du foncier, pour réfléchir à demain. Donc moi je suis très confiant sur l'avenir et le fonctionnement de la centrale, et puis à l'heure où tout le monde veut nous vendre du vélo électrique, de la voiture électrique et du machin, enfin si on n'a pas d'électricité pour les charger, il ne voit pas bien comment ça va fonctionner. Hein, sinon c'est plus électrique, c'est à pédale. Donc on voit que les Allemands ferment leur industrie à base de charbon. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas dans le cas de la fermeture. Voilà, Bernard, tu veux peut-être apporter des précisions, et Roland, tu voudras peut-être intervenir après aussi. Ouais, pour faire un rapide, je dirais, explication, en tout cas pour les conseillers communautaires qui sont nouvellement, je dirais, arrivés dans notre communauté de communes. En tout cas, la gendarmerie de Cattenom, qu'on a appelé au départ le PSIG,
de surveillance et d'intervention de gendarmerie était commandé par un major et il y avait 18 gendarmes. Donc la commune de Cattenom a construit 18 logements avec un bâtiment d'administration dans les années 89. Aujourd'hui, la commune est pleinement propriétaire de ces deux bâtiments, administration et 18 logements. Et puis, comme vous le savez, il y a eu des intrusions sur différents sites nucléaires, notamment Nogent-sur-Seine, à Cattenom aussi, à Tricastin, ce qui fait que les effectifs, je dirais, du PSPG, peloton de surveillance et de programmation, en tout cas de la gendarmerie, le PSPG aujourd'hui, compte 59 gendarmes. Donc, en gros, pour faire un schéma, un site de tranche à 28 gendarmes et un site 4 tranches ou Cattenom a un principe d'effectif de 56. Nous, on en a 3 de plus, 59 gendarmes. Donc forcément aujourd'hui, ces 59 gendarmes sont présents, et comme effectivement je confirme les propos du président, aujourd'hui ces 59 gendarmes sont payés intégralement, 100%, par EDF. Donc aujourd'hui, vous voyez bien que 59 gendarmes, on a 18 logements, la gendarmerie est venue me voir pour me dire qu'il nous faudrait construire 26 logements. Donc c'est les derniers chiffres, en tout cas, en ma possession. Et la question, c'est savoir est-ce qu'on les fait. Et effectivement, Hervé a rappelé qu'on avait prévu, dans les zones Danubien, une extension de la gendarmerie. Et la question qui se pose au conseil municipal de Cattenom, c'est est-ce qu'on fait une nouvelle gendarmerie complète pour l'ensemble des 59 gendarmes? Et la réponse est là, encore une fois, administrativement, c'est pas possible, du fait que la commune n'a pas le pouvoir de le faire, et il faut absolument passer par un bailleur social si on le fait. D'autres sites nucléaires, on fait ce choix de confier ça à bailleur social. Et il ne faut pas confondre effectivement le peloton de surveillance d'intervention de prévention de la gendarmerie PSPG et la BTA, Brigade territoriale autonome d'Étangerand. C'est deux choses complètement séparées et on ne peut pas regrouper en un seul lieu les deux. Donc c'est deux choses, des entités complètement différentes. Administrativement et juridiquement, on ne peut pas les relier. C'est la première question que m'a posée Michel Paquet. Il m'a dit mais pourquoi on ne fait pas une gendarmerie pour tout, quoi? Ben, la réponse est non, on ne peut pas. Donc ça c'est une réponse à Hervé. Et aujourd'hui, la question qui se pose au conseil municipal de Cattenom, c'est comment on répond à la demande de 26 logements. Et où c'est qu'on les met. Donc ça, c'est un débat qu'on doit avoir au sein du conseil municipal de Cattenom pour savoir aujourd'hui. Le général Mathilde a été très clair, en tout cas envers moi, en disant pour moi la priorité c'est Étangerand, avec ce qu'a dit le président, avec des logements sur Rodemack qui sont effectivement d'un autre monde. Et donc pour lui, la priorité c'est la BTA d'Étangerand. Et quand il s'est retourné vers moi, il m'a dit « Monsieur le maire, je ne vous garantis pas aujourd'hui que les 59 gendarmes d'aujourd'hui le seront encore demain. » Pourquoi? Parce qu'il dit « Demain, je peux très bien avoir un ordre de ma direction pour remplacer les 59 gendarmes par des drones. » Donc j'assure pas la pérennité, en tout cas des 18 logements que vous avez aujourd'hui, et je ne pourrai pas vous assurer non plus la demande que vous avez fait le capitaine pour les 26 logements. Voilà, donc c'est à vous de mener cette réflexion au sein du conseil municipal. Voilà, donc voilà les éléments en tout cas que nous avons à débattre au sein de notre conseil municipal, mais pour l'instant on ne peut pas regrouper dans un ou dans deux, et pour l'instant, je dirais, nos gendarmes sont présents, ils sont logés d'ailleurs un peu partout dans Cattenom, mais aussi aux alentours, et donc on assure aussi la pérennité, je dirais, de nos classes grâce à la présence de ces gendarmes-là qui vont non forcément rester sur notre territoire, ils ne vont pas aller à Étangerand. C'est bien deux choses complètement séparées. Voilà, pour répondre à la question d'Hervé. Monsieur le Président Bernard, merci également. Michel, merci, parce que, en premier lieu, je tiens à vous remercier de l'honnêteté et de la transparence, autant au maire de Cattenom qu'au président de l'intercommunalité. Sur un sujet qui n'est pas récent, c'est un sujet qui remonte, avec cette proposition, en 2010 à Étangerand. Projet qui avait été interrompu par l'ancienne majorité étangeoise et repris à la demande des gendarmes en 2015. Nous ne pouvions pas y aller, dans la mesure où les moyens financiers d'Étangerand, au moment-là, ne pouvaient pas subvenir à cette orientation. Il y a un deuxième point, je crois qu'il faut éviter, et c'est la qualité des débats dans notre Assemblée, de semer le trouble ou la confusion. Il faut bien séparer PSPG, territorial, mais police. Les gendarmes vivent en casernement. La police vit en logement à l'extérieur. C'est individuel. Les actes terroristes, effectivement, les gendarmes en ont été victimes, autant que les policiers.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que sur le principe de la sécurité d'un territoire, c'est un élément structurant important. Le choix d'Étanges Grande, moi je ne l'ai pas revendiqué. Il se trouve que j'ai eu des démarches des services de la gendarmerie et que j'en ai discuté avec le président de l'intercommunalité qui ne voulait pas en discuter seul dans la mesure où il disait qu'il faut joindre Bernard Zenner à ce débat. On a évoqué la situation devant l'ensemble des protagonistes de la gendarmerie. Sur le PSPG, il faut se rappeler l'histoire. La centrale est là, les gendarmes étaient là au travers du PSIG, moyennant un lien étroit dans leur action avec le site nucléaire. Derrière ça, il y avait de la recette. Une recette qui s'est répétée au fur et à mesure des années, qu'on vient de le dire ici. Sur le projet d'une brigade territoriale à Étanges Grande, on parle bien de brigade territoriale. Moi, je me remets également, parce que quelquefois on a de la pudeur ou on a du mal à le dire. Je le dis en toute tranquillité, sans provocation. Notre pays est organisé au travers de quelques documents, et on en parlait tout à l'heure en bureau. L'un des plus proches de nous, il fait environ 600 ou 700 pages, c'est le schéma de cohérence territoriale. Il se trouve que notre territoire est divisé, les 20 communes sont divisées en communes de centralité, de petites centralités, et les autres communes. Bien évidemment, il faut bien se rendre à l'évidence, dans la définition du territoire national, les actions des uns et des autres sont différentes en fonction de ce que l'État lui accorde. Sur les services administratifs, c'est très clair. C'est très clair. Et la gendarmerie en fait partie. Alors l'intérêt qu'ils ont porté à Étanges aujourd'hui est présenté ce soir, mais je veux vraiment remettre les choses à leur juste place. On parle, en premier lieu, chers collègues, aussi de quelque chose qui est structurant et qui a un lien avec la sécurité de nos citoyens sur l'ensemble du territoire, mais un élément qui va procurer de la recette. Sur un premier bail de 9 ans, plus un deuxième qui devrait être reconduit, et ça c'est ce qu'on appelle la compétence, c'est-à-dire que la gendarmerie est compétente en dessous de 15 000 habitants et la police intervient dans les villes plus grandes. Il n'y a jamais eu d'autre orientation, et c'est simplement dans les grandes cités ou les villes nouvelles qui se sont reconstruites qu'on a fait des répartitions différentes et il n'y en a plus eu. Chez nous, je dirais qu'on n'a aucun risque de cette recomposition, vu qu'à l'horizon 2040-2050, c'est même le gel de la consommation des terres pour les constructions. Donc nos villes ne sont pas appelées à se développer, si ce n'est que dans les dents creuses ou en hauteur. C'est ça, il faut être... c'est la réalité. Oui, je suis maire d'Étanges Grande. Je défends Étanges Grande, mais je défends aussi l'intérêt communal. Moi, je m'abstiens toujours, par exemple, de parler d'une autre commune. C'est une règle que je me suis fixée en permanence, parce que c'est une règle de politesse par rapport aux élus des autres communes. Mais dans cette intercommunalité, on a une chance, c'est qu'on a toujours réussi à fédérer et à discuter. Et il n'y a pas eu d'improvisation sur ce sujet-là. La préoccupation de la centrale nucléaire et du site nucléaire est de plus en plus sur le devant de la scène. Là aussi, on avait peut-être quelques réserves, on le met. Donc j'appelle vraiment à la clarté. On différencie une territoriale d'un peloton ex-PSIG, PSPG. Ce peloton, rappelons-le aussi Bernard, et tu le sais, et il faut le dire, malheureusement, dans la détresse de l'État, on n'est pas sûr de la pérennité. C'est un élément qui a été donné par le général Mathilde également. Et outre les drones, on peut même envisager qu'il y aurait des privés qui suivraient ça. Il y a des essais qui sont faits sur le territoire national. Donc c'est absolument pas le même contingentement d'hommes et de matériel qui agissent pour la sécurité des citoyens d'une population d'un bassin de vie de 27 à 28 000 à 30 000 habitants en voie de développement par rapport à l'action de sécurisation d'un site nucléaire. Cattenom qui souffre, oui, je crois qu'on en a souvent parlé. Tu parlais de Dili, on a tous conscience, et d'ailleurs, moi j'ai toujours entendu dans ces coulisses des bureaux, le président de l'intercommunalité, les autres élus partager quelquefois la douleur et les difficultés, et donc il y a une parfaite solidarité avec Cattenom, et comme je l'espère avec Étanges Grande, simplement parce que c'est un intérêt de territoire.
Je veux dire que vraiment c'est la sagesse qui doit nous mener à des succès, à des orientations et avec de l'envie. À la fin, et pour conclure, je vous dirais que je pense que Michel Paquet, comme moi, et sans doute Bernard Zener, on s'en passerait bien de l'investissement sur cette gendarmerie si l'État jouait son rôle. Mais l'État ne joue plus son rôle. On l'a vu sur la vaccination, on le voit dans les écoles. À un moment, il faudra peut-être qu'il fasse le choix de tout nous laisser. Et on assurera au travers d'une grande région, et puis on donnera les budgets, il y aura une réorientation. Mais soit on ne fait rien, et on laisse des gendarmes dans des situations que même les migrants venant de Kaboul n'accepteraient pas. C'est une réalité, puisque je t'ai montré des images des logements de Rodemack. De plus, il y a un site à Rodemack qui peut être relevé d'un intérêt pour la mairie et pour les élus de Rodemack. C'est aussi un intérêt territorial, et je sais qu'il y a quelques mois, on en parlait avec le maire de Rodemack, et qu'il y avait quelques idées. Si ce site-là se... Non, je crois, en final, je suis un défenseur objectif. J'ai voulu remontrer la différence entre brigade territoriale et peloton qui agit sur le site nucléaire. La pérennité du peloton d'action sur le site nucléaire, on ne la connaît pas. Par contre, celle de la brigade territoriale est appelée à s'amplifier. Le choix des Tangerondes, je ne veux pas dire qu'il me satisfait, mais il me satisfait un peu plus qu'une aire des gens du voyage. J'aimerais qu'on ouvre le débat, éventuellement, sur l'ère des gens du voyage, et je suis prêt à toutes les négociations sur ce sujet. Merci. Voilà, Hervé, j'espère qu'au moins on t'a rassuré. Après, on peut pas te rassurer, comme l'a dit Roland, comme l'a dit Bernard, on ne peut pas rassurer sur demain la présence des gendarmes. Tout va dépendre de la politique d'EDF sur le fait et l'organisation du gardiennage de ces sites. Ça peut évoluer vers une technologie et vers des drones et autres. Hein, on sait qu'avec l'intelligence artificielle, demain, ils vont pouvoir, à travers différentes caméras et autres, peut-être gérer des choses. Ça peut partir vers du privé, comme l'a rappelé Roland. C'est vrai que des essais sont faits aujourd'hui. Donc, la pérennité même de la gendarmerie, du PSIC, aujourd'hui payée à 100% par EDF, cette pérennité-là, on ne peut pas, nous élus, s'engager. Le général ne peut pas non plus. Il suffit que le grand patron d'EDF dise demain, moi je mets des drones. Je me souviens, au départ, il y avait des couloirs à chiens, même, je crois. Un peu comme sur les ZMS à l'armée, on avait des couloirs à chiens, et là, je crois, au départ aussi, c'était aussi une société privée, des maîtres chiens, avec des gars qui étaient dans des miradors debout jour et nuit. Heureusement pour eux, parce que les conditions de travail ont fait que l'ensemble a pu évoluer, mais demain, cette évolution va être assujettie au positionnement du patron d'EDF. Mais en tous les cas, sur le principe de défendre la centrale, oui, je le répète, et d'autres l'ont dit aussi, on sera aux côtés de Cattenom. Oui, Cattenom a des difficultés, et tu as raison, sur l'histoire des délits de l'unité Alzheimer, ou avec Michel Chibi, ou avec Patrick Weiten, on s'est battu pour avoir ces lits qu'on n'a pas eu, mais on a quand même investi pour permettre à la fois au personnel et aux gens qui sont, aux résidents, de pouvoir bénéficier d'un espace un peu différent. On n'a pas pu augmenter le nombre, et ça peut-être que demain, dans la réflexion globale de la politique sociale, il va falloir que, et Roland a raison, on doit imaginer le territoire de demain. On doit imaginer un territoire où les modes de déplacement, où les services, où les magasins, où les seniors, où les écoles, tout ça devront s'articuler. Et c'est vrai que dans la politique sociale, il faudra peut-être qu'on réfléchisse. On voit aujourd'hui à Cannes et sûrement ailleurs, il y a des logements seniors qui sont faits. Alors, il va peut-être falloir qu'on réfléchisse aussi un peu à eux. Moi je trouve, et quand on regarde à l'échelle communautaire, à l'échelle communale, tout ce qu'on dépense pour la jeunesse, on met des moyens importants, les périscolaires, pour nos anciens qui ont toujours payé leurs impôts, payé leurs taxes, payé le machin, je pense qu'on pourrait faire mieux et là aussi réfléchir à un aménagement
où ensemble et avec la communauté de communes, on fait mieux demain et on imagine d'autres fonctionnements. Voilà. Donc moi, en tous les cas, je suis ouvert à tous ces débats. En tous les cas, je te remercie pour ton plaidoyer pour Cattenom que j'approuve et que je suis sur plein de choses. La zone des Danubiens, sur la période de réflexion, j'étais président de la Sodévan. Donc c'est un projet que j'ai bien suivi, avec l'histoire du pont et du contournement qui devait arriver suite à la construction du pont, arriver dans la zone des Danubiens, le collège, etc. etc. Donc c'est vrai, et moi en tous les cas, je ne peux que souhaiter que Cattenom puisse continuer à se développer. Je sais que c'est compliqué entre les rayons de la centrale, et on le voit même pour nous aujourd'hui, ce rayon ne cesse de croître. Après les 5 km, maintenant on commence à réfléchir à des 10 km. Et on sait que de l'autre côté, il y a la Moselle, mais en tous les cas, et les élus communautaires, et les habitants du territoire, et les élus de toutes les communes, on sait l'importance de la décision de Cattenom d'accepter cette centrale, et l'importance pour le développement de ce territoire, et le développement que ça a eu, et auquel aujourd'hui on profite tous. Donc, sois rassurés, on est solidaire et on restera solidaire de la commune de Cattenom. Est-ce que sur ce rapport, il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité. Ah ben c'est bien, Bernard, tu es resté là-bas. Oui, je crois que c'est à toi. Hein? C'est ça. Oui? Eh bien voilà, Bernard. Merci. Le point 2 concerne le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, qu'on appelle le FPIC. Donc ce point avait été prévu au Conseil communautaire du mois de juin, et faute de retour des représentants de l'État, vous avez vu qu'on a reçu le rapport le 19 juillet. Donc c'était aussi un des objets de l'ordre du jour de conseil qui n'est pas prévu ce soir. Pour l'avoir mis, et on a rajouté différents autres points au conseil de ce soir. Donc vu la notification du président de l'État au sujet de la répartition pour l'exercice 2021, considérons la possibilité d'opter pour une répartition dérogatoire dite libre du FPIC qui nécessite soit une adoption à l'unanimité par le Conseil communautaire, donc je compte sur vous pour voter ce point à l'unanimité, sinon on passe à la phase 2, il faudra une adoption à la majorité des 2/3 par le Conseil communautaire à défaut d'unanimité, et dans ces conditions, tous les conseils municipaux de toutes les communes membres doivent valider le choix de PCI par délibération concordante dans un délai de 2 mois à compter la date de libération de PCI. Voilà, moi je vous encourage à plutôt opter pour le point numéro 1, parce que le point 2 risque forcément de débat aussi dans vos conseils municipaux. Donc, considérons la répartition de droits communs entre la commune et ses communes membres pour l'année 2021, conformément au tableau ci-dessus. Quand on fait la somme commune par commune, on voit qu'on arrive à un total de 948 218 €. Et si effectivement on n'arrive pas à se mettre d'accord sur cette somme, ben, c'est que forcément les communes devront payer cette somme eux-mêmes avec cette clé répartition. Donc l'objectif, c'est que ce soit la commune qui paye l'ensemble. Donc on rajoute les 948 000 au total que la commune doit aussi, donc de 1 679 000, ce qui fait qu'un total général que la commune devra régler de 2 628 191 €. Voilà, donc considérant que l'adoption du pacte fiscal et financier pour la période 2021-2026 par délibération du Conseil communautaire du 13 avril, considérant que la proposition de prise en charge du prélèvement au titre du FPIC à 100% par la commune, donc conscience exposée, en prix favorable du bureau communautaire du 31 août, il est demandé au Conseil communautaire de décider la prise en charge intégrale du prélèvement du FPIC par la communauté de communes, je vous donne le montant, et d'autoriser le président ou son représentant à effectuer les démarches et à signer les documents nécessaires pour cette délibération. Voilà, je rappelle en un mot et demi que
ce point fait partie de l'ensemble de notre pacte fiscal qu'on avait voté. C'est une partie intégrante. En compensation des politiques qu'on a mis en place sur la taxe du foncier bâti, sur la DSC et autres, il était proposé que la communauté de communes prenne en charge l'ensemble des cotisations des communes, plus celles de la communauté de communes. Voilà. Mais ça fait partie du pacte fiscal global. Je tenais à le préciser si certains nouveaux élus voulaient un peu se rappeler comment que ça fonctionnait. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce point? Donc vous voulez vraiment que nous on le paye? Donc si tout le monde est d'accord, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 3 concerne l'attribution de fonds de concours. Donc je fais grâce des différents articles et délibérations et avenants que nous avons pris au Conseil communautaire. On a plusieurs dépôts de dossiers et des analyses qui ont été effectuées par les services. Et les dossiers sont conformes aux conditions d'éligibilité complets. Et donc vous avez l'ensemble des tableaux et des communes concernées avec les montants de fonds de concours à verser par la communauté de communes. Donc je vous fais grâce de la lecture des tableaux et des communes concernées. Et donc une délibération concordante où chaque dossier doit être adopté par le conseil communautaire et la commune dépositaire. C'est-à-dire que là, effectivement, il faudra que vous délibériez effectivement pour avoir ces fonds. Et donc, après un favorable du bureau communautaire du 31 août, il vous est demandé, en tant que conseil communautaire, de valider l'attribution des fonds de concours communautaires pour les communes qui figurent dans le tableau et d'autoriser le président, son représentant, à signer une notification relative à ces fonds de concours et d'accomplir toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, là aussi on est sur quelque chose de clair, de transparence, et les enveloppes de chacune des communes. Il vous reste que quelques temps pour terminer d'envoyer les derniers dossiers sur l'enveloppe précédente. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer ça. On a dit 30 novembre. 30 novembre 2021. Oui, ça fait la date jusqu'au régler le fonds. Oui, la date de clôture avant, mais après il faut montrer les factures et voilà. Et envoyer ces tableaux-là pour qu'on puisse les valider. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, je crois que tu as encore un point. Ça concerne la commune, effectivement, au fonds de concours sur la commune de Boust, qui a modifié, en tout cas son montant, qui était au départ subventionné à 10,60%. Et donc, ils ont redéposé un dossier avec une marge demandée subventionnable à 50%. Donc là, c'est pareil, il faut que la commune de Boust prenne des libérations concordantes, à condition que, naturellement, vous validiez ce soir ce point pour la nouvelle attribution à la commune de Boust et d'autoriser le président ou son représentant à signer une notification relative à ces fonds de concours et d'accomplir les démarches à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Marie-Marthe. Dès qu'un coup de chiffon sera mis ici. Non, non, venez ici. En préambule de ce point concernant l'acquisition des vélos électriques, je vous prie de m'excuser pour ma tenue que vous pouvez trouver un peu cavalière, mais qui n'est que cycliste, puisqu'effectivement mon vélo est garé à la maison communautaire. Alors, le 29 juin dernier, vous aviez accepté, et je vous en remercie, je remercie le président et les services d'avoir accepté de bousculer un petit peu le calendrier pour valider justement cette aide à l'acquisition de vélos électriques. Et on l'a fait parce qu'on se disait que le vélo électrique, ça peut aider les gens à prendre la décision de se déplacer en vélo, que ce soit professionnel ou pour des balades, et que le beau temps est quand même la meilleure période pour commencer. Les gens qui sont très très convaincus par l'usage du vélo, eh bien, ils ne nous ont pas attendu pour avoir un vélo normal. Et
subvention a vraiment rencontré son public, puisque nous avons à ce jour 44 demandes qui ont été déposées, et que, d'après Eric, les demandes arrivent à peu près à raison de 3 par jour. Donc voilà, on peut se dire qu'on a bien fait d'anticiper quelque peu avant cette période estivale. Alors, on avait fait ça un peu rapidement, et donc on avait remis l'adoption du règlement, mais les grandes lignes étaient bien sûr définies, et c'est ce règlement que je vous propose d'adopter ce soir. Alors, on n'a pas changé, évidemment, le coût, le montant de l'aide à l'acquisition, qui est toujours de 30% de l'achat d'un vélo neuf, limité à 300 € par bénéficiaire majeur résidant sur le territoire de la communauté de communes. Et cela sans condition de ressources, ce qui est évidemment une nouveauté par rapport aux aides qui peuvent être apportées par l'État. Ces vélos doivent être homologués, donc un certificat d'homologation est demandé, ce qui permet de s'assurer aussi qu'il a été produit dans des conditions équitables et éthiques. Alors j'insiste quand même sur le fait que la norme précise que l'alimentation est réduite lorsque le véhicule atteint 25 km/h ou si le cycliste arrête de pédaler. Donc ne dites plus jamais que c'est un Solex. Dans les documents à fournir, donc c'est assez simple, il y a le formulaire qui précise l'identité du demandeur, son adresse, etc. Bien sûr un justificatif de domicile puisqu'il doit habiter le territoire. Une copie de la facture d'achat acquittée avec le nom et l'adresse de l'acheteur. L'attestation sur l'honneur de l'acheteur précisant qu'il ne peut pas revendre le vélo avant 5 ans. Alors contrairement à le point qui figure dans l'annexe, c'est 3 ans, la commission a souhaité proposer 5 ans. Vu le montant d'un vélo électrique, ça nous paraît déjà pas mal. Donc ça c'est à corriger dans l'annexe. Sauf à rembourser évidemment l'aide accordée par la communauté de communes si cette revente survenait avant les 5 ans. Et puis le règlement d'attribution, ce dont on discute maintenant, daté et signé avec la mention lu et approuvé. Voilà le règlement donc, qui reprend dans les grandes lignes, encore une fois, la seule modification, c'est peut-être le délai avant revente. En précisant encore qu'il y a une seule subvention par bénéficiaire majeur, à l'exclusion de toute personne morale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce règlement? Oui? J'ai une question sur la durée. J'ai répondu qu'il n'y avait pas de durée. Les gens avaient le temps d'acheter. À partir du 1er juillet. Ouais, mais tu sais, de fin, de durée de fin. Ah non, aujourd'hui c'est une aide où il n'y a pas de durée de fin. Voilà. Ouais, j'ai répondu qu'ils avaient le temps. Oui. Voilà. Mais ils ne sont pas obligés de courir, c'est pas un truc qu'on va faire de septembre à novembre. Non, mais vu le succès de la chose, il faut dire qu'il n'y a plus de sous et on devoir. On n'a pas mis d'enveloppe budgétaire. Voilà. Alors, Peut-être qu'il faudrait qu'on en mette. ça pourra peut-être être discuté, mais en tout cas, on n'a pas mis d'enveloppe. Je vous dis que c'est un grand succès, donc on va dire. Ah bah on peut dire que 44 en 2 mois, oui, je pense que c'est quand même, et puis ça continue. Les demandes continuent à arriver. C'est une bonne remarque, Alain. On va y réfléchir quand même. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas de question, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Benoît, je crois que c'est à toi. Merci, Monsieur le Président. Au travers de la compétence GEMAPI, la communauté de communes réalise un ensemble d'études et de travaux, aussi bien d'entretien que des travaux structurels, mais aussi des études avec une double finalité, la prévention des inondations et à côté de ça, l'amélioration de la qualité physico-chimique et biologique de nos cours d'eau. Alors évidemment, ces études et ces travaux ont un coût important pour la communauté de communes. Coût important finalement qui profite directement à nos communes qui sont déchargées tout simplement de ce coût, profite également aux habitants riverains du cours d'eau, mais aussi plus largement profite à l'ensemble des habitants de notre territoire au travers de la prévention des inondations.
Alors, la réglementation permet aux EPCI de mettre en place une nouvelle taxe qui finance cette compétence et, comme on l'avait déjà souligné, qui permet que de financer cette compétence, c'est-à-dire on n'a pas le schéma habituel avec une taxe qui finance sur le papier une dépense et qui au final finance tout sauf cette dépense prévue. Alors l'instauration de cette taxe, et c'est l'objet de la délibération d'aujourd'hui, l'instauration donc par principe de cette taxe doit se faire avant le 1er octobre de cette année pour une mise en œuvre l'année prochaine, mise en œuvre qui sera ensuite concrètement mise en place avant le 15 avril. Cette mise en œuvre, mais ce n'est pas la décision d'aujourd'hui, devant à ce moment-là définir le montant de la taxe, avec un double seuil. D'abord le seuil de 40 € par personne et ensuite le seuil du montant effectivement programmé par des travaux, puisque la taxe ne peut que programmer ces travaux et un certain nombre de dépenses de fonctionnement. Après un avis favorable de la Commission de la politique de l'eau, de l'assainissement et de la GEMAPI du 4 février 2021 et un avis dans le même sens du bureau communautaire du 31 août 2021, il est demandé au Conseil communautaire de décider l'instauration de la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations pour une application au 1er janvier 2022 et d'autoriser le président, son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, comme l'a dit Benoît, la délibération de ce soir, c'est que l'instauration de la taxe. Lors du débat d'orientation budgétaire, je pense et je souhaite que nous allons plus loin dans la réflexion et que nous nous interdisons aucune réflexion. À titre d'information et de mémoire, même que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, je crois que les travaux prévus en 2022 s'élèvent à 660 000 €. C'est juste pour vous donner donc un ordre de grandeur. Dans le cadre de la répartition demain de la taxe, donc de 1, si on prélève quelque chose, on ne peut pas prélever plus que 660 000 €. On ne pourra pas prélever plus que le montant du budget de travaux qui sera affiché sur au moment du vote de notre budget. Sur ces 660 000 €, 75% seront payés par la centrale nucléaire. Raison de plus, mon cher Hervé, pour qu'on fasse tout pour la garder. Et donc, seulement les 25% restants seront financés par les habitants. Voilà les enjeux de la discussion de demain, je dirais, même si c'est au mois de novembre qu'elle se produira. Donc aujourd'hui, la question est simple, est-ce qu'on la met juste en service à taux zéro à ce jour, et on verra derrière quelle participation par habitant on ira demander. Est-ce que vous avez des questions sur cette thématique? Est-ce qu'elle est bien comprise, assimilée par tout le monde? Parce qu'il peut y avoir un mécanisme qu'on ne comprend pas. Si, c'est clair. Alors si c'est clair, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons un dernier point qui est un point divers. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur un sujet en particulier? Écoutez, s'il n'y a pas d'intervention, j'invite tous ceux qui aiment le foot d'aller voir la Champions League. Et merci encore et bonne soirée à tout le monde. Rentrez bien.